Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Didier Girard et je vais être un peu briseur de rêves. Non, peut-être pas. En tout cas, je pense que vous avez vu certainement aujourd'hui de belles présentations sur le machine learning. J'en ai fait pas mal, j'ai fait rêver pas mal de gens. Et puis après, je me suis aperçu que dans toutes ces presses que j'ai faites, j'avais certainement involontairement envoyé des gens dans la mauvaise direction. Et après avoir accompagné plusieurs entreprises sur de la mise en place de machine learning, je me suis dit que ce serait peut-être bien de réexpliquer certaines choses et de refaire un petit peu un canevas sur comment est-ce qu'on peut y aller. Donc ça a donné naissance à cette presse. Voilà. Donc, le bip ne marche pas. Pas cool ça. C'est dommage. Il marchait il y a 2 secondes. Non. Bon, bah tant pis. Je ne sais pas s'il y a un switch là-dessus. Non, c'est pas grave. Donc je serai derrière l'écran. Ah non, c'est ma presse. Attendez. C'est bon. Et là, c'est bon, super. Donc, qui a déjà vu cette image? Je pense que pas mal de gens. Donc, c'est une image en fait où des gens ont utilisé du deep learning pour faire rêver. Et je pense qu'après ça, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, nous aussi, on a envie de faire du deep learning. Démarrer sur un projet deep learning, c'est un petit peu ça en fait. C'est quelque chose qui est très compliqué et il y a souvent des gens qui ont du mal. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est de passer du rêve à la réalité. Démarrer par du deep learning, c'est un petit peu comme si, en fait, vous vous dites, tiens, j'ai envie de faire de la marche. Et pour faire de la marche, j'ai envie d'attaquer directement par monter l'Everest. Je pense qu'on ne ferait jamais ça. Et c'est pareil quand on veut se lancer dans le machine learning, il y a des étapes un petit peu à passer en fait. Donc d'abord, il faut commencer par une petite balade, après on va peut-être faire de la randonnée, et puis finalement, si ça continue à nous plaire et on a une bonne condition physique, on va aller faire de l'alpinisme. Donc c'est ce dont je vais vous parler ici, c'est essayer d'illustrer un petit peu quelles sont les différentes étapes, et je vais me concentrer aujourd'hui justement sur la partie randonnée. Donc pour le machine learning, en fait, ça c'est une vraie chaîne qui consiste à dire, je fais du machine learning, mais pas simplement dans un petit labo, et j'ai fait un modèle qui marche et je suis content. J'ai fait un modèle et puis je l'ai emmené en production. Donc ça veut dire quoi? Ce modèle, il va falloir d'abord que j'ai de la vraie data qui arrive en temps réel. Donc je vais collecter ma data, je vais éventuellement la transformer, je vais la stocker, je vais la préparer pour mon modèle, je vais créer mon modèle, derrière je vais le valider ce modèle, je vais le déployer et je vais l'utiliser. Ça c'est une chaîne, quand on est en prod, voilà tout ce qu'on a à faire pour faire du machine learning. On doit faire quelque chose d'ailleurs de supplémentaire, c'est qu'on doit aussi évaluer son modèle en temps réel. Par exemple, vous avez fait un modèle de recommandation pour générer du business, et il se trouve que régulièrement, vous devez évaluer est-ce que mon moteur marche bien, mon modèle marche bien, et puis s'il ne marche pas, il faut l'améliorer. Et puis surtout, c'est que quand vous créez un nouveau modèle, il va falloir mettre en place ce qu'on appelle de l'A/B testing. Et avant de mettre en production votre nouveau modèle de machine learning, il va falloir que de manière concomitante, vous ayez vos 2 modèles et que vous puissiez commencer à évaluer votre nouvel outil de machine learning de manière à voir s'il est pertinent. Et donc souvent, quand je rentrais dans les entreprises, première chose, c'est qu'ils avaient déjà commencé à faire le modèle, mais ils n'avaient pas mis en place la chaîne de production qui leur permettrait de mettre ce modèle en production en fait. Donc ça, c'est la première étape, elle est assez gourmande. Et la première étape, voilà. Donc ça, ça illustre ça de manière réelle. C'est une vraie chaîne qui est là, qui a été mise en place, on a aidé à mettre en place ça chez Dailymotion. Donc on retrouve ici la partie collecte de la data, la partie, oh là là, je me suis planté dans mes slides, super. La partie entraîner et améliorer son modèle. Et puis après, ici, on retrouve la partie prévoir, en fait. Donc on voit que mettre en place une vraie chaîne de machine learning, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Voilà. Donc, si on reprend la métaphore de tout à l'heure, la première étape, avant même de commencer à se dire « je vais commencer à entraîner des modèles et faire des choses comme ça », la première étape, c'est que vous devez mettre en place
en production une chaîne d'A/B testing. Si vous n'avez pas ça ne sert à rien de commencer à imaginer des modèles parce que pour pouvoir les mettre en production et évaluer derrière la pertinence de vos modèles dans les différentes versions, vous n'arriverez pas à le faire. Ça prend déjà pas mal de temps de faire ça. Une fois que vous avez fait ça, même plutôt que de dire, je vais tout de suite dire, maintenant que j'ai ma chaîne d'A/B testing en production, je vais commencer par imaginer mon modèle. Moi, ce que je conseille, c'est déjà de dire, est-ce qu'il n'y a pas déjà des modèles existants qui ne peuvent pas nous aider à simplifier le problème, voilà, et à nous permettre de nous familiariser avec ces principes-là. Et puis, une fois qu'on a commencé à utiliser ces API de modèles existants, eh bien, on peut aller à l'étape d'après, c'est aller créer son propre modèle. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me concentrer simplement sur la partie ML API, et je vais illustrer mon propos avec deux cas, dont le premier, c'est vraiment celui qui m'a dit il faut absolument faire une presse sur ce sujet, en fait. Voilà. Donc on va se concentrer aujourd'hui là-dessus. C'est pour ça que j'ai appelé faire du machine learning sans data scientist. C'est une vraie importance de commencer par là, et on peut créer déjà énormément de valeur rien qu'en utilisant des API existantes, à moindre coût. Donc un jour, j'ai vu quelqu'un qui était hyper fier. Il avait fait toute une chaîne qui lui permettait de faire un Shifumi. Donc en gros, il pouvait se mettre devant une caméra qui faisait de l'acquisition et il montrait ses pierres, ses ciseaux et ses papiers en fait. Et il me dit, j'ai entraîné mon modèle de machine learning maison. Et il dit, j'ai juste un petit problème en fait, c'est que en gros, il arrive à trouver pierre, caillou ou ciseaux qu'une fois sur 3. Il avait super bien entraîné son modèle. En gros, il n'avait rien fait, quoi. Il aurait pris un moteur aléatoire, c'était à peu près identique. Et pourtant, il y avait passé quand même un paquet d'heures. Donc je lui ai dit, en fait, il y avait la possibilité de faire quelque chose qui était beaucoup plus simple. C'était simplement, première amélioration, c'est de dire, de passer sur un espace qui était symbolique. C'était plutôt de dire d'essayer de reconnaître quelque chose qui est assez compliqué, une main, c'est essayer de voir si tu ne pouvais pas symboliser tes représentations de manière à avoir un modèle qui serait beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Donc déjà, ça aurait pu être une première amélioration. Puis après, je lui dis sans doute le plus simple, ça aurait été de passer sur des objets réels, de prendre du vrai papier, des vrais ciseaux et des vrais cailloux, et puis d'essayer de voir si tu arrivais à faire de la reconnaissance. Et il me dit, ouais, mais ça, pareil, il aurait fallu que j'entraîne mon modèle. Je dis, mais non, si tu passes sur un système comme ça, tu n'as pas besoin d'entraîner ton modèle, tu peux directement utiliser des API existantes. Donc c'est la démonstration que je vais vous faire là, qui est toute simple. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette API, elle s'appelle la Cloud Vision API. Donc elle est là. Donc c'est une API qui est proposée par un cloud provider qui est Google. Il y en a d'autres, mais celle-là, elle fonctionne pas mal. Donc je vais là-dessus. Ce que vous faites, c'est que vous prenez une paire de... Pour la démonstration, là, je vous prends une paire de ciseaux. Je déclenche la reconnaissance. Donc j'envoie ça à une API. Et cette API, elle me répond bien ici qu'elle a trouvé un ciseau. Donc c'est hyper simple à mettre en œuvre. Recoder son système en mettant en place ça aurait été d'une grande simplification. Il y a plein de cas où en fait on peut utiliser cette API, vraiment beaucoup. Donc plutôt que de se dire je vais commencer par monter l'Everest et essayer d'entraîner mon modèle pour faire de la reconnaissance, la meilleure manière de vérifier si ce que vous imaginez en termes de business fonctionne, c'est certainement de démarrer par cette API. Pour vous donner une idée ici de combien ça peut coûter, j'ai mis aussi le pricing. Donc voilà, la Vision API, reconnaître une image, ça coûte, voilà, j'ai mis le prix, je sais pas, c'est moins de 1 centime, c'est un dixième de centime, un huitième de centime. Enfin, c'est vraiment pas cher. Admettons que ce gars, il avait bossé 10 jours. Ce qui est vraiment déjà, il est fort déjà. Essayer de faire un modèle de reconnaissance en 10 jours, c'est déjà assez balèze. Et puis j'ai mis un taux journalier assez faible pour un data scientist, j'ai mis 600 €. Je divise ça par le prix de la reconnaissance d'une image. Il peut déjà, rien qu'en test, là, juste comme ça, là, très rapidement, il peut déjà tester 4 millions d'images. Vous imaginez un peu la manière d'accélérer et d'évaluer son business. Est-ce que son idée est bonne ou pas bonne, en fait? Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple. Pensez à ça,
Peut-être qu'après, il peut se dire, oui, je peux faire mieux, j'ai envie que ce moteur de reconnaissance, j'ai envie de l'embarquer dans un téléphone et faire des choses comme ça, peut-être, pour améliorer son business. Peut-être. En tout cas, pour évaluer très rapidement toute sa chaîne et vérifier si son modèle est intéressant, je pense que la direction la plus directe, c'est certainement de faire ça. Je vais vous donner maintenant un autre exemple. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de filter bubble? Qui a déjà entendu parler de filter bubble? Personne. Ok, donc je vais expliquer ce que c'est. Pendant l'élection américaine, on s'est aperçu que les gens qui étaient fans de Trump, en fait, ils ne percevaient que de l'information qui était positive sur Trump. Et les gens qui étaient fans de Clinton ne percevaient que de l'information positive sur Clinton. C'est ce qu'on appelle une filter bubble. On est maintenant rentré par les gens, parce que l'actualité, parce qu'on lit à travers les réseaux sociaux, on est rentré dans des espèces de bulles qui sont assez étanches et on ne va percevoir le monde extérieur qu'à travers ces bulles d'information en fait. Alors voilà un petit peu comment ça se représente, c'est qu'il y a plein de messages qui arrivent, qui sont générés en fait, et vous allez voir qu'une portion de ces messages qui correspondent à ce que vous êtes en fait. Et donc du coup, il n'y a plus d'analyse critique. Voilà. Ça c'est intéressant, mais c'est aussi intéressant pour si on est capable de écouter ce qu'une personne lit, on doit être capable de déterminer à quel filter bubble elle appartient, ce qui nous permet de la catégoriser éventuellement, de scorer pour faire du business. Voilà, ça c'est une idée. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Première chose, c'est de se dire, par exemple, je vais regarder la filter bubble d'une personne et je vais regarder quels sont les comptes Twitter qu'elle suit. D'accord? Et je vais essayer d'analyser et de clusteriser ces comptes. Première manière, je pense qu'elle ne sera pas forcément très efficace. Voilà, on peut tester. Deuxième manière, c'est de dire, je ne vais pas essayer de clusteriser les personnes à partir des comptes qu'ils suivent, mais à partir des messages qu'ils lisent. D'accord? Je dis bien, vous prenez la timeline d'une personne, donc c'est vraiment ce qu'elle perçoit, et vous allez analyser les messages qu'elle perçoit, et ça, ces messages, c'est vraiment une représentation de sa filter bubble. Donc comment derrière, je passe de ces messages à la génération d'un vecteur qui me permet de déterminer à quel filter bubble cette personne appartient. Il y a une chose qui est très simple, c'est d'utiliser une autre API, une autre API que propose un cloud provider qui est Google, mais à nouveau, vous pouvez aller voir d'autres cloud providers, c'est la NLP API. Alors, je vais vous faire une petite démonstration de cette API. Pour faire cette démonstration, je vais prendre le premier paragraphe du pont Mirabeau et je vais demander à cette API d'analyser le texte. Donc, c'est équivalent à un tweet. Donc, j'envoie ce texte dans cette API, je déclenche l'analyse. Et cette API, alors je ne sais pas si on voit bien, elle me dit, en fait, ce premier paragraphe, il parle du pont Mirabeau, ça parle de joie, de peine, de scène et d'amour. Il va même jusqu'à me dire, il y a des entités qui ont des pages Wikipédia. Voilà, je l'ai fait ça m'a mettre en place ça, c'est une API REST, vous envoyez du texte, ça vous renvoie ça. Ça peut aussi vous donner une analyse de sentiment. Donc globalement, il dit, ce texte est plutôt positif. Enfin, il est même positif. Il a une positivité de 0,5. La positivité, négativité, ça va de -1 à 1. Donc ça, c'est plutôt un texte qui est positif, en fait. Donc si j'associe ces deux choses-là, je dois pouvoir faire quelque chose. Donc c'est ce que j'ai mis en œuvre. Donc on va le voir là. Donc je prends la timeline de quelqu'un et je prends tous les tweets de cette timeline et je les score. Je dis, est-ce que ces tweets, ils sont positifs ou ils sont négatifs? Première chose que je fais, analyse de sentiment sur le tweet. Deuxième chose que je fais, c'est recherche des entités. De quoi parle ce tweet? D'accord? Une fois que j'ai fait ça, je suis donc capable d'associer pour la timeline d'une personne par rapport à une entité le degré de positivité. Je vais pouvoir dire, cette personne, elle va percevoir Trump de manière positive ou négative. Parce que chaque fois qu'il y avait le mot Trump, c'était associé à
en analyse de sentiment, un tweet qui était positif ou négatif. Pareil pour Clinton. Voilà. Et puis ce que je vais faire par rapport à ce que je souhaite analyser, par exemple la politique, je vais prendre des entités très discriminantes qui vont me permettre de vraiment isoler mes filter bubble. Si je voulais déterminer si c'était plutôt un développeur comme ça à l'aveugle, un développeur Java ou un développeur JavaScript, ben je suivrais d'autres entités, d'autres mots-clés, par exemple JavaScript, Java, React, je sais pas quoi, Spring, etc. Et puis j'essaierais de percevoir est-ce que les tweets qu'il reçoit, ils sont plutôt positifs ou négatifs sur ces choses-là. Ça me permet d'extraire donc des entités et puis derrière de les scorer. D'accord ? Donc là on voit, c'est un premier profil ici que j'ai scoré. Donc on voit qu'il a une certaine vision sur certaines entités, il perçoit ces entités de manière positive et d'autres de manière très négative. Donc là, cette personne, elle perçoit Google de manière très positive et Trump de manière très négative. C'est très segmentant en fait. Derrière, du coup, ce que je peux faire, c'est comparer ce vecteur qui représente une personne au vecteur d'autres personnes que j'ai déjà scoré et labellisé. Et je vais mesurer la distance qu'il y a entre la distance de sentiment qu'il y a sur ces différentes entités. Et du coup, je vais pouvoir dire, globalement, cette personne, elle va percevoir Trump de manière positive ou négative. Et du coup, je suis capable de la clusteriser dans une bulle, en fait. Donc ça, c'est important. Mettre en place un système comme ça, si j'allais dans le run, combien ça me coûte? Analyser un texte avec la NLP, ça coûte $1 millième. D'accord? À nouveau, je me dis, je dois créer un modèle de type NLP, je suis hyper fort, 10 jours. Et puis, j'ai un TJ pas trop élevé pour un data scientist, 600 €, je divise. Déjà, rien qu'avec cette API, je suis capable d'analyser, pour un budget de 10 jours d'ingénieur, je suis capable d'analyser 6 millions de textes. Donc rien que là, je veux tester mon système et vérifier s'il est valable, je peux déjà le tester sur 6 millions de textes. C'est énorme, en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. Donc, mon conseil, c'est que quand vous voulez vous lancer dans le machine learning, la première chose que vous devez faire, avant de dire « je vais inventer mon modèle », c'est déjà de regarder s'il n'y a pas des modèles qui sont pré-entraînés. Je vais même plus loin. Plutôt que de dire « je vais aller sur un truc où je sais qu'il n'y a pas de modèle pré-entraîné », je vais peut-être, dans ce que j'ai envie de faire, je vais peut-être changer mon fusil d'épaule et prendre le problème à l'envers. Je veux dire, il y a des API qui sont existantes. Qu'est-ce que je peux générer comme valeur dans mon entreprise avec ces API existantes? Par exemple, on a tous de la relation client, on a tous des clients qui nous renvoient des messages plus ou moins positifs. Déjà rien que là, on peut automatiser l'analyse de ces retours clients et éventuellement commencer à avoir des réactions plus ou moins rapides en fonction de la positivité ou de la négativité des messages qu'ils envoient, et donc gérer comme ça, d'une autre manière, la priorité, et aller plutôt d'abord gérer de manière urgente les gens qui sont très en colère, en fait. Voilà. Et puis après, une fois que j'ai déjà fait ça, j'ai déjà très rapidement créé de la valeur pour mon entreprise, et j'ai ce premier succès. C'est important dans le machine learning de démarrer par des premiers succès assez rapides, et puis derrière, j'aurais démontré que c'est un sujet qui est intéressant, je pourrais aller attaquer des problèmes qui sont plus complexes. Voilà. C'était un quickie, donc j'ai quasiment fini. Un petit mot sur Sphere. Donc nous sommes 400 développeurs. On est basé à Paris, Strasbourg, Lille et Luxembourg. On n'est pas à Nantes. Est-ce que ça intéresserait des gens qu'on arrive à Nantes? Il y a 10% de mains qui se lèvent, c'est pas mal. Voilà, boîte de développeurs, 20% de croissance, on est à 36 millions d'euros, ça se passe plutôt bien. Donc plutôt si vous êtes dans ces régions pour l'instant, on est présent, on cherche des gens qui font du front, back, de tous ces vraiment purs développeurs. Voilà. Dernière chose, il y a les 7 et 8 novembre, je vais donner une formation pour le compte de Google à Paris, malheureusement. Donc c'est 2 fois une formation. Si vous voulez découvrir une plateforme cloud dans son intégralité, je fais cette présentation en une journée, on l'a fait 2 fois. On va accueillir 2 fois 500 personnes, donc je pense qu'il y a de la place pour pas mal de gens. C'est gratuit. Voilà. Si vous avez envie de profiter de cette occasion, n'hésitez pas à chercher Cloud on Board Paris sur Internet et de vous inscrire. Voilà, merci beaucoup.